Dans cette vidéo, nous allons évoquer les prix Nobel d'économie 2022 attribués à Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dybvig pour leurs travaux sur les banques et les crises financières. Est-ce un sujet important? Eh bien, imaginez simplement un monde sans banque. Comment les travailleurs seraient-ils payés? Où les individus placeraient-ils leur argent? Comment pourraient-ils emprunter pour acheter un logement? Douglas Diamond et Philippe Dybvig ont été récompensés du prix Nobel pour leurs analyses sur le rôle de l'économie des banques et les déterminants des paniques bancaires. Pour comprendre leur contribution, faisons appel au personnage de Davy Crockett. Celui-ci s'apprête à passer l'hiver en contemplant ses maigres plantations d'érables. Si l'hiver est rude, il lui faudra se résoudre à les couper pour ne pas mourir de froid. Il n'en retirera alors que 50 bûches. En revanche, s'il peut attendre l'hiver prochain, il peut en retirer 150, car entre-temps les arbres auront grandi. Un jour, un voyageur nommé Johnson lui propose un marché. S'il lui confie ses érables, il pourra recevoir 70 bûches cette année ou 100 l'année suivante. Johnson explique qu'on lui confie des plantations d'érables dans différentes régions, chacune ayant son propre climat. Il coupe quelques érables là où l'hiver est clément, pour les livrer là où l'hiver est froid. Chacun jouit d'un dépôt à vue qui lui donne le droit de retirer 70 bûches le premier hiver. Mais seuls ceux exposés au froid réclameront ces 70 bûches, les autres ayant intérêt à attendre l'année suivante pour en obtenir 100. Ainsi, Johnson fournit de la liquidité de court terme à ceux qui en ont besoin, alors qu'une partie de l'épargne qu'on lui a confiée est investie dans un projet de long terme. Comme les banques, Johnson se livre à de la transformation de maturité. Mais un jour, un prédicateur sème le doute sur la moralité de Johnson. La confiance des trappeurs vacille. Certains murmurent que même si l'hiver, chez eux, est doux, ils retireront néanmoins leurs 70 bûches. Très vite, c'est la panique et, comme d'autres, Davy Crockett se livre à un rapide calcul. Si trop de trappeurs retirent leurs 70 bûches cette année, il ne pourra pas recevoir ses 100 bûches l'an prochain. Il décide alors de retirer lui aussi ses bûches dès cette année. Cela ne fait qu'aggraver la situation. Il n'y a en moyenne que 50 bûches par trappeur la première année. C'est grâce à ceux qui reportent leur retrait à l'année suivante que Johnson peut satisfaire à ses engagements. Johnson ne peut pas livrer 70 bûches à tous les trappeurs dès cette année, puisqu'elles provenaient pour partie des réserves constituées par les épargnants qui attendaient la seconde année. Johnson est insolvable et doit fermer boutique. Ainsi, Douglas Diamond et Philippe Dybvig montrent que des paniques bancaires sont possibles et surtout qu'elles constituent un équilibre. Lorsqu'une ruée sur les dépôts se produit, la banque devient insolvable. Il est donc rationnel pour tous les épargnants d'y participer pour ne pas perdre leurs dépôts, ce qui fait de la panique bancaire un phénomène autoréalisateur. C'est pourquoi les politiques publiques visant à éliminer les paniques bancaires, comme la garantie publique sur les dépôts, améliorent le bien-être social. Pourquoi les crises bancaires ont-elles tant d'impact sur le reste de l'économie? Lorsque, au début des années 1980, Ben Bernanke cherche à répondre à cette question, il porte nécessairement son attention sur les faillites des banques au début des années 1930, pendant la Grande Dépression. Avant l'article de Bernanke, il existait deux arguments principaux sur le rôle des banques pendant la Grande Dépression. Selon le point de vue keynésien, les banques avaient fait faillite parce que l'économie ne se portait pas bien. Les crises bancaires étaient donc davantage un reflet de la crise économique qu'une cause. Au contraire, les économistes monétaristes Anna Schwartz et Milton Friedman voyaient dans les faillites bancaires une cause de la crise économique, avec moins d'argent dans l'économie capable de circuler et de financer la consommation et l'investissement. Bernanke a repris l'interprétation monétariste et l'a enrichie d'un nouveau mécanisme économique qu'il appelle « effet non monétaire » et qui se concentre sur le crédit plutôt que sur les dépôts. Ce mécanisme repose sur l'idée que les banques nouent un lien particulier avec les entreprises auxquelles elles prêtent de l'argent. Revenons à notre banquier Johnson. Johnson n'est pas le seul banquier de la région. Il se partage le marché avec une banquière nommée Georgia O'Keeffe. Les deux banquiers prêtent aussi régulièrement aux trappeurs pour qu'ils puissent investir dans de nouveaux outils ou canoës. Ainsi, Davy Crockett emprunte auprès de Johnson.
Quand il perd confiance en lui, il retire son argent, en garde une partie et va déposer le reste à la banque O'Keefe. Lorsqu'il a besoin d'un nouveau canoë, Davy Crockett demande naturellement à O'Keefe de lui prêter de l'argent. Mais en temps de crise, O'Keefe est réticente à octroyer des crédits. Elle ne connaît pas vraiment Davy Crockett et ne sait pas comment il gère son entreprise. Elle refuse donc de lui prêter. Pour Ben Bernanke, le coût de l'intermédiation du crédit diminue à mesure qu'une banque acquiert des informations sur une entreprise. Mais avec la crise, ce coût augmente fortement. Ben Bernanke constate ainsi que les banques qui survivent à la crise octroient moins de crédits qu'auparavant et préfèrent, par exemple, investir dans de la dette publique. Le coût d'intermédiation du crédit joue ainsi un rôle d'accélérateur de la crise. Ben Bernanke en a conclu qu'il était nécessaire de mettre fin aux crises bancaires pour éviter la propagation de ces crises au reste de l'économie. C'est pourquoi, lors de la crise financière de 2008, alors président de la Banque centrale américaine, il a décidé de prêter très largement aux banques dans l'intention d'éviter leur faillite et une hausse importante du coût d'intermédiation du crédit. Les recherches de Ben Bernanke ont ainsi permis de comprendre le rôle amplificateur des crises bancaires, mais elles ont aussi des angles morts. Elles ne nous disent rien sur les causes de ces crises, ni sur la manière précise de les résoudre. Ainsi, comment éviter que des banques, sauvées par les prêts de la Banque centrale, ne prennent trop de risques et ne se mettent à nouveau en situation de faillite ? Après la grande crise financière de 2007-2008, au cours de laquelle de nombreuses institutions financières ont bénéficié de renflouements gouvernementaux, les décideurs ont cherché à atténuer le problème de risque moral où les banques effectuent des investissements risqués en anticipant de tels renflouements. Des innovations réglementaires telles que la loi Dodd-Frank aux États-Unis ou les recommandations Bâle III du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ont exigé que les banques détiennent davantage de capitaux, notamment de haute qualité, afin d'absorber des pertes potentielles en période de crise financière. De plus, les régulateurs effectuent désormais régulièrement des tests de résistance pour les portefeuilles bancaires des grandes banques afin de prédire leur performance en période de crise. Ces nouvelles politiques s'appuient en fin de compte sur les recherches de Diamond, Dybvig et Bernanke qui ont mis en évidence la probabilité et les coûts des crises financières.